Bonjour à tous, donc on va commencer. Donc les cadres m'ont demandé dans une vingtaine de minutes de vous parler des micro-organismes de niveau 3, des mottes, de la variole du singe, rien que ça. Bon, enfin, en pratique, il faudrait des heures et des heures pour vous parler de tout ça. Donc on va essayer de condenser. Donc je vous ai fait quatre petits bouts. D'abord, vous expliquer un peu ce que c'est ce qu'on définit comme ces micro-organismes hautement contagieux. Après, on verra comment on classe les micro-organismes, puisqu'il y a une classification des micro-organismes. Et puis, la réglementation spécifique sur ce qu'on appelle les mottes, donc les micro-organismes et toxines, où c'est quelque chose au-dessus, vous verrez. Et puis, on parlera rapidement là, de cette épidémie de monkeypox, de variole du singe. Alors déjà, quand on parle des trucs hautement contagieux, on revient finalement au grand fléau de l'humanité, des fléaux historiques. Et dans les fléaux historiques, il y a quand même deux essentiels, parce que ça a fait beaucoup de morts. Par exemple, vous entendez parler d'Ebola. Enfin, Ebola, si vous voulez, ça n'a jamais fait beaucoup de morts. Ceux qui sont morts, c'est triste pour eux. Mais c'est pas des morts de masse. Dans les morts de masse, il y a quand même ces deux-là, essentiellement. Donc la peste, vous voyez tous ces fantasmes, après les gens avaient les masques, il y a tout un folklore lié à la peste. Ça, c'est les pestes, notamment les formes buboniques, avec les ganglions qui sont infiltrés. Là, pour vous rappeler que c'est une transmission, alors à la fois par des arthropodes, mais éventuellement ça peut se transmettre par voie aérienne. Et donc ça a été le grand fléau, et ça arrivait à tuer jusqu'à 30% de la population. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. Et l'autre grand fléau, c'était ce qu'on appelait la petite vérole ou la variole. Et donc la variole, c'est un virus qui fait partie des orthopox virus, et on peut l'appeler smallpox. Donc la variole, juste pour rappel, c'est un gros virus. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, c'était les plus gros virus connus, jusqu'à ce que votre serviteur découvre les virus géants. Mais avant les virus géants, c'est ce qu'il y avait de plus gros, la variole. Donc c'est un virus qui est relativement résistant quand même, qui peut être relativement résistant sur les surfaces par exemple. Et donc c'est une maladie qui sévissait en Afrique de façon endémique, et donc au Moyen-Âge, elle va atteindre l'Europe. On voit qu'au XVIIe siècle, ça tuait quand même 10% de la population. Donc là aussi, c'est quand même quelque chose qui est très grave. Donc voilà ce que ça donne la variole en fait. Alors, donc c'est un truc qui va durer, donc il y a de la fièvre et puis une éruption qui va aller de 30, et ça va se terminer au bout d'une trentaine de jours. Donc ça commence, vous voyez, avec des papules comme ça, puis les papules, elles vont grossir. Si vous voulez, je vous les montre, parce que finalement la variole du singe, ça va être un peu pareil, ça va être un peu le même type de lésion, voilà. Et donc progressivement, ces papules là, elles se remplissent de liquide. Donc ça devient des vésicules, et puis ces vésicules, le liquide qui est à l'intérieur, il devient un peu purulent, donc comme du pu, et donc ça donne des pustules, et après ces pustules, en fait, elles vont sécher, donner des croûtes, et à la fin, ça va donner une décrustation, c'est-à-dire les croûtes vont tomber, et les gens gardent des cicatrices. Enfin, c'est commun, vous savez, dans la varicelle, il faut faire attention, parce que même la varicelle, on peut garder des cicatrices, des boutons de varicelle. Donc la contagion, c'est avec l'apparition de la fièvre, la chute des croûtes. C'est essentiellement donc, par contact à partir des gouttelettes, mais c'est quand même des contacts qui sont relativement proches. Ça peut se faire aussi à partir des croûtes et par contact, mais probablement l'essentiel de la contamination, quand même, c'est des contacts très proches par voie aérienne. Et donc le nombre de cas estimés était entre 5 et 12. Il faut savoir quand même que c'est quand même des choses assez anciennes, c'est-à-dire comme ça a été éradiqué depuis longtemps, si vous voulez, ça n'a pas été peut-être investigué par les méthodes modernes, mais c'était quand même bien connu. Et donc en gros, il y avait 30% de décès, et donc les décès, c'est des surinfections microbiennes cutanées et pulmonaires, puis des chocs toxiques avec des OAP, c'est quelque chose quand même qui était assez grave. Alors est-ce que la mortalité actuelle le sera aussi importante? C'est pas certain, parce que si vous voulez, il y a eu des progrès, par exemple, quelque chose comme la grippe espagnole, ça a fait beaucoup de décès. Maintenant, on sait que les gens meurent d'une infection à pneumocoque, à staphylocoque doré, à streptocoque pyogenes, tout un tas de choses finalement qu'on va pouvoir régler par l'utilisation d'antibiotiques. Même c'est pas sûr que maintenant on aurait 30% de décès. Et donc la variole, c'est vraiment l'exemple merveilleux, celui après lequel l'OMS court toujours, c'est-à-dire d'éradiquer une maladie infectieuse. À ma connaissance, c'est la seule maladie infectieuse qu'on a réussi à éradiquer complètement. Ça a complètement disparu. Alors pourquoi ça a disparu? Parce qu'on a un vaccin, alors c'est un vaccin vivant qui est efficace sur toutes les souches. Alors le vaccin, c'est quoi? C'est un virus qui ressemble au virus de la variole, qui donne quelque chose, en gros, on va dire c'est la variole du pied de la vache. Voilà. Donc ce virus, c'est un copox, et ce copox, après, il a été cultivé au laboratoire. Probablement, il s'est mélangé d'ailleurs avec le virus de la variole, et ça fait une espèce de truc hybride.
Et donc ça a donné ça, ce vaccin de la variole. Hein. Donc ça venait de la vache. Donc la vache, c'est vaca, c'est pour ça que même le vaccin, ça s'appelle comme ça. Hein. Le vaccin, c'est la vaccine, en fait. Hein. Et ça s'appelle vaccin à cause de ça. C'est ça l'origine du nom vaccin. Donc le dernier cas, c'était en 65 en France, 77 en Somalie, 80. On déclare que la maladie est éradiquée. Donc en fait, il n'y en a plus. Tous les scientifiques qui ont travaillé avec sont tenus de détruire les stocks. Et donc il n'est gardé que deux sanctuaires où on peut les avoir. C'est-à-dire c'est Atlanta au CDC, à Moscou, c'est le, je sais pas, c'est le Gamaleya, je crois, qui garde ça. Et donc il n'y a qu'à ces deux endroits qu'on garde les souches. Alors bien évidemment, en théorie, personne n'aurait dû y toucher. Bon, tout le monde sait, en fait, notamment en Russie, par des dissidents, que à l'époque de l'Union soviétique, il y a des gens qui essayaient de militariser la variole ou de la modifier. Et donc c'est ce qui a fait la grande peur. Et donc la grande peur, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est en 2001, après les tours jumelles, et qu'on avait peur que Saddam Hussein ait récupéré de la variole. Et donc tous les militaires qui sont partis dans la guerre du Golfe avaient été revaccinés contre la variole par la vaccine. Or sinon, pour les vieux comme moi j'ai été vacciné par la variole. Je crois que ça a dû s'arrêter dans les années 70, la vaccination contre la variole. Mais enfin, en pratique, moi je suis vacciné. Ouais. Donc les plus vieux sont vaccinés. Donc, quand on a voulu éradiquer cette maladie, si vous voulez, on est allé traquer les derniers cas. Et traquer les derniers cas, c'est-à-dire il fallait aller en Afrique rechercher les patients qui avaient des symptomatologies cliniques qui ressemblaient à ça. Et quand on a fait la traque contre ça, on a vu qu'il y avait des cas aussi de variole qui paraissaient relativement bénins en Afrique. Et donc on y reviendra après, cette variole bénigne. Mais ce truc de la variole dans ce conservatoire, ça a entraîné une réglementation très 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 sévère. C'est-à-dire qu'en pratique, et c'est accepté mondialement, hein, donc on n'a pas le droit de manipuler de la variole, plus personne ne doit en avoir dans ses frigos, et même l'ADN, on ne doit pas le manipuler. Parce qu'en théorie, à partir de l'ADN, on pourrait reconstruire, si vous voulez, refaire un virus artificiel et donc refaire de la variole. Donc ça aussi, c'est totalement interdit et c'est mondialement accepté. Donc à partir de ça et de ces risques biologiques, dans tous les pays, il y a eu une réglementation qui s'est mise en place pour classer les micro-organismes. Parce qu'à la fin, si vous voulez, on dit « Ah, la variole, c'est terrible, la peste, c'est terrible, mais alors l'anthrax, est-ce que c'est moins terrible, plus terrible? Et puis par rapport à d'autres bestioles, est-ce que le staphylocoque doré, c'est terrible, c'est pas terrible? » Et donc pour ça, on était obligé de mettre en place des classifications. Donc les micro-organismes sont classés en plusieurs classes qui vont de 1 à 4. Donc classe 1, en pratique, ça ne provoque pas de maladie chez l'homme. Ça ne veut pas dire que parce que ça ne provoque pas de maladie chez l'homme, ça n'est pas réglementé. Typiquement, vous avez actuellement, il y a un virus qui circule, qui est le virus de la peste porcine africaine, un asfarvirus qui vient d'Afrique et qui est en train qui a même bien atteint l'Europe, hein, puisqu'il est bien arrivé en Europe du Nord. C'est un virus qu'on ne peut pas manipuler. Moi, je me suis renseigné, c'est vachement compliqué pour le manipuler, quoi. Mais si vous voulez, c'est pas dans la réglementation des micro-organismes pathogènes pour l'homme. Donc après, vous avez les classes 2. Donc les classes 2, vous voyez, ça donne des maladies chez l'homme. Ça peut représenter un danger pour le travailleur, mais il n'y a pas un grand risque de propagation dans la population, et puis surtout, c'est capable d'avoir une prophylaxie ou un traitement. C'est en gros les classes 2 qu'on va manipuler en P2, c'est l'essentiel de ce qu'on manipule ici dans les laboratoires. Après, vous avez les classes 3. Donc les classes 3, c'est des maladies qui sont graves, le danger pour le travailleur est sérieux, il y a un risque possible de transmission dans la population, et là ça dépend, des fois il y a des prophylaxies, des vaccins ou des traitements qui sont efficaces, mais pas toujours. Puis les derniers, c'est les classes 4, donc alors là c'est une maladie qui est très grave, le danger est sérieux, le risque de la population est élevé. En gros à la fin, là les classes 4, on va tomber dans tout ce qui est Ebola, Marburg, quoi. Et donc ça se manipule en P4. Et donc la plupart, enfin tous les classes 4, ils sont soumis à autorisation par l'ANSM. On n'a pas le droit de manipuler même leur acide nucléique. Les classes 3, certains. Il faut savoir qu'il y a il y a une classe 2 qui est soumis à autorisation. C'est Clostridium botulinum, hein, parce qu'avec la toxine, on peut fabriquer de la toxine botulique qui est très 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 active. Et après, éventuellement, la militariser pour la mettre, par exemple, dans des camions de lait, quoi. On pourrait tuer des milliers de personnes en faisant ça. Donc c'est soumis à autorisation. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Hein. Donc les groupes 2, vous le savez, c'est toutes les bestioles qu'on a régulièrement au laboratoire.
Les groupes 3, alors vous avez les groupes 3 étoiles, en gros, c'est les groupes 3, mais qui ne se transmettent pas par voie aérienne. Donc vous avez là-dedans, par exemple, le paludisme, c'est un 3 étoiles. Donc c'est typiquement un, par exemple, dans le P3, on a un module spécifique où on manipule les classes 3 étoiles. Puis les groupes 4, bon, la virus de la variole, mais enfin, on ne manipule pas la variole, puisqu'il n'y en a plus, donc en pratique. Et puis les virus Ebola, Marburg. Donc, ça, c'est les classifications. Et bien sûr, quand il y a une classification, il y a aussi des réglementations, et notamment pour les plus dangereux. Et une réglementation, ça veut dire, comme chaque fois qu'il y a une réglementation, si on enfreint la réglementation, il y a des sanctions. Et donc, manipuler des modes sans autorisation, c'est passible de poursuite, voire de prison. Donc, il faut faire gaffe. C'est-à-dire que pour avoir les autorisations, il faut faire un dossier auprès de l'ANSM, et l'ANSM, elle donne une autorisation à une personne dans un lieu. Voilà. Et donc, par exemple, ici à l'IHU, pour tout ce qui est les modes micro-organismes, essentiellement les bactéries, l'autorisation, elle est sur ma tête. C'est moi qui prendrai. Voilà. C'est pour ça que des fois, je m'énerve un peu avec les gens qui me font n'importe quoi, parce que c'est moi qui suis responsable. C'est pas ceux qui vont manipuler, ça sera moi le responsable. Les autorisations sont aussi nominatives. Mais c'est typiquement, par exemple, si vous voulez, pour le monkeypox, la réglementation est très stricte, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire transiter de l'ADN de monkeypox. Donc si jamais on diagnostique un cas ici à l'IHU, si on veut envoyer l'ADN au centre de référence pour faire un contrôle, on ne peut pas l'envoyer comme ça en triple emballage et l'envoyer. Non, il faut faire le triple emballage et il faut que je joigne à ça l'autorisation que m'a donnée la NSM de l'envoyer. Et voilà, donc c'est très 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 réglementé. Alors dans la classification, il y en a deux. Il y en a qui sont annexe 2 et annexe 1. Annexe 1, vraiment, c'est les plus, ceux qui sont considérés comme les plus à risque ou les plus dangereux. C'est-à-dire, en plus, il y a des contraintes spécifiques qu'il faut voir avec la préfecture. Bon, on a fait tout ça. On l'a fait parce que c'était le cas, par exemple, typiquement pour la peste et pour les mycobactéries hautement résistantes. Ça fait partie de l'annexe 1. Donc, il y a des choses en plus. Et donc, la classification des mottes, c'est pour les micro-organismes vivants. Et ça, à peu près, tout le monde est d'accord sur la classification, tout le monde fait à peu près la même classification dans le monde. Et le truc, je vous disais, la variole pour les acides nucléiques, eh ben, ça a été étendu aux autres micro-organismes, et ça, c'est franco-français. Ce qui est probablement une connerie, quoi. Parce que, typiquement, actuellement, on a des amorces, par exemple, si vous voulez, pour détecter le monkeypox, mais quasiment personne a de l'ADN pour voir si ces amorces fonctionnent. Donc on fait ça sur des ADN synthétiques, vous voulez, mais on n'a pas le droit de détenir, à moins d'avoir une autorisation spéciale, on n'a pas le droit de détenir l'ADN du monkeypox. C'est un peu idiot et en plus c'est complètement inutile. Là, je vous ai mis tout ce qui est couvert par la réglementation et vous voyez là, ceux avec la barre rouge, c'est ceux qui sont des P4 et vous avez des annexes 2 qui ne sont pas des P4. Juste pour vous dire, donc là c'est annexe 1, vous avez la peste et la tuberculose. Et donc là, ce qui nous intéresse, vous voyez que le monkeypox, en fait, il est à l'annexe 1. Donc c'est ceux pour lesquels il y a le plus de contraintes. Alors, il y a une contrainte de sécurité, mais il y a aussi une contrainte de sûreté. C'est-à-dire que ça peut être utilisé à des fins mal intentionnées, si vous voulez. Donc, en pratique, il y a des contraintes de sûreté. C'est là où il y a C'est pour ça que, si vous voulez, pour ceux qui connaissent un peu le P3, d'abord, il faut passer au biométrique, puis après, il faut rentrer dans le module, et après, dans le module MOT, vous avez un machin qui vous filme avec une caméra, vous avez des doubles entrées à la fois pour rentrer, pour sortir, donc pour aller le piquer, ça serait compliqué, puis après, il faut aller dans le coffre-fort. Donc, c'est assez compliqué quand même pour les récupérer, mais c'est ce que nous demande la NSM, de bien sécuriser ces choses-là. Alors, juste, on finit avec le monkeypox ou la variole du Cep, c'est ce qui nous intéresse. Alors, c'est une découverte qui est assez récente, et vous voyez que c'était découvert en 1958, et c'était des macaques qui avaient été importés d'Afrique, donc il y avait des lésions cutanées, on s'est aperçu, donc ils avaient un virus qui s'appelait la variole du singe ou monkeypox, et en fait, les cas humains, on ne savait pas, et les cas humains ont été découverts encore plus tard, ils ont été découverts plus tard, en 70, et ça a été découvert au Congo. Voilà. Et donc ça, c'était les varioles bénignes. Et en fait, ils ont été découverts, justement, c'est ce que je vous disais au début, quand on traquait à la fin, à tout prix, d'essayer de trouver les derniers cas de variole, en fait, on a trouvé ceux-là qui étaient des varioles bénignes, mais en fait, c'était des monkeypox. Voilà. C'était pas des cas de variole. C'est comme ça qu'on les a repérés. Alors, c'est pas fréquent, mais on en voit quand même régulièrement en Afrique. Donc, en pratique, c'est un virus de rongeur qui peut transmettre aux hominidés, donc les singes et les humains. Donc, en pratique, en Afrique, ce qu'on voit, c'est quand même des personnes qui vont vivre en bordure de forêt tropicale. Alors, il y en a déjà eu hors de l'Afrique,
Et donc, en Afrique, notamment, il y a une épidémie qui est marquante, qui s'est passée en 2003. C'est-à-dire, c'était de bon ton, vous voyez. Ça, c'est un rat de Gambie. Donc, des rats de Gambie qui avaient été importés aux États-Unis comme animal de compagnie. Vous voyez, ils ont le petit machin pour les promener. Et ces rats de Gambie, il y en a un qui était émis dans une animalerie qui a contaminé des chiens de prairie. Voilà. Et donc, après, il y a eu une épidémie donc, chez des humains via les chiens de prairie qui ont été acquis par les personnes. Depuis cette histoire-là, il est totalement interdit d'importer des rongeurs d'Afrique au niveau des États-Unis. Donc le monkeypox, donc c'est une incubation qui va pas être, alors c'est 7 à 14 jours, mais on a des extrêmes qui vont à plus de 20 jours. La contamination, c'est comme la variole, donc c'est des gouttelettes respiratoires par contact très proche ou alors avec les lésions cutanées. Donc il y a une éruption fébrile avec des anénopathies. Or la mortalité, ça dépend un peu, quoi, parce que c'est pareil, c'est des choses qui sont liées aussi au génotype. En gros, pour le génotype qui nous intéresse, celui qu'on a, la mortalité elle est inférieure à 1% et ça touche essentiellement les jeunes enfants. Il est très probable que dans un pays où vous avez de la réanimation de notre niveau, quoi, la mortalité sera sûrement beaucoup inférieure. Et la transmission interhumaine apparaît finalement relativement peu efficace. Or, l'épidémie actuelle, le premier cas confirmé, donc c'était en mai 2022, et donc c'est un résident britannique qui est allé au Nigeria, donc on a tracé la personne, c'est la personne vraisemblablement source qui a attrapé ça au Nigeria, qui a ramené ça en Europe, et donc il est rentré au Royaume-Uni le 4 mai. Donc depuis, il y a 320 cas qui ont été confirmés, peut-être un peu plus maintenant, en Europe, et donc en France à ce jour, enfin c'est avant-hier, c'est ça. Avant-hier, puisque c'est Philippe qui m'a envoyé la diapo, avant-hier il y avait 33 cas, donc sur les 33 cas, il y en a 22 en Île-de-France, il y en avait 2 en Occitanie, 1 en Rhône-Alpes, enfin chez nous il n'y en a pas encore. Voilà. Peut-être qu'on a raté les PCR. J'ai l'impression de revivre l'histoire qu'on a eue dans le Covid. Je ne sais pas si vous vous rappelez le Covid, c'est-à-dire pendant le Covid, quoi, tout le monde recevait des cas de Covid et nous à Marseille on n'en avait pas, donc on se demandait avec Philippe, mais est-ce que les amorces ça le marche? Voilà. Et à la fin, heureusement, c'est Nice qui nous a sauvés, puisque c'est arrivé à Nice et à Marseille, c'est arrivé plus tard. C'est-à-dire on les a même pas eus. Les premiers qu'on a eus, c'est des cas qui venaient de Nice. Donc en pratique, ce qui est montré actuellement, c'est à ce jour en Europe, quand même, les cas sont survenus quasi exclusivement chez des hommes et chez des hommes homosexuels. Voilà. Il y a un lien clair qui est notamment en région parisienne avec les saunas gays, et puis aux Canaries, c'était la Gay Pride. Enfin, donc il y a clairement quelque chose qui a un lien avec la forte promiscuité entre les personnes et un nombre important de partenaires. Or, après, la question est qu'on ne sait pas, hein, c'est est-ce que cette souche-là, on reviendra après à ça c'est les cas dans le monde, mais à la limite c'est pas très important, même vous voyez il y en a beaucoup en Espagne, mais en Espagne c'est à cause des Canaries je pense, c'est pour ça qu'ils sont comptés comme ça. Et donc vous voyez la souche là qui circule là, vous voyez que c'est un cluster à part, donc ça veut dire que bien sûr les personnes se sont transmis les mêmes bestioles, mais surtout ça veut dire là que cette souche là finalement il n'y a rien qui nous garantit qu'elle n'est pas un peu différente des autres aussi, c'est-à-dire est-ce que ça devient une transmission sexuelle? C'est pas évident, quoi. C'est probablement pas le cas. Mais enfin, il faut surveiller, quoi. Parce que si on commence à avoir beaucoup de cas, le virus peut évoluer. Donc c'est quelque chose qui doit rester sous surveillance. Voilà. Donc en pratique, ici à l'IHE, donc on a un système de diagnostic. Alors pour le moment, ce qu'on reçoit essentiellement, ce sont des varicelles, même si ça ne ressemble pas. La moitié de ce qu'on reçoit, c'est des varicelles. Après, il y a des boutons divers et variés. Pour le moment, il n'y a aucun patient ni qui avait une symptomatologie clinique qui ressemblait à un monkeypox, et pour le moment, on n'a pas de PCR positive. Bon, globalement, j'espère qu'on n'en aura pas, mais enfin, on risque de passer quand même un été un peu ennuyé, voilà, comme d'habitude.